monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 28 novembre au sommaire de ce soir. 48 heures après le drame de Haiti, l'heure est à l'accompagnement et à la solidarité. À Taravao, une cellule d'aide psychologique intervient pour répondre à l'urgence émotionnelle. Une collecte de dons s'organise également sur place. On reste à Haiti où des spécialistes en géologie et mouvements de terrain sont arrivés de Nouvelle-Calédonie pour analyser la zone de l'éboulement et évaluer les risques encore présents. Côté santé, le VIH progresse de façon préoccupante au Fénois. À quelques jours de la journée mondiale, les professionnels alertent sur la hausse des contaminations et sur les comportements dits à risque. Un vendredi placé sous le signe des bonnes affaires. Pour le Black Friday, les magasins du Fénois ont fait le plein et les consommateurs étaient au rendez-vous à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Coup d'envoi pour la deuxième édition du Siva Afit Tahiti. 2 jours de compétition internationale où le couteau de feu réunit les meilleurs artistes locaux et étrangers. Une scène où technique et tradition se mêlent pour célébrer l'art polynésien. Nous rejoindrons notre journaliste Sam Teinaure en direct sur place. Comment se reconstruire après un drame? À Haiti, le glissement de terrain qui a coûté la vie à 8 personnes a provoqué une onde de choc chez les habitants du quartier Teronou. Pour les aider dans cette épreuve, une cellule psychologique a été mise en place à Taravao. En parallèle, une chaîne de solidarité s'organise pour répondre à l'urgence. Thomas Chabrol et Méritéato se sont rendus sur place. Un temps d'écoute pour évacuer des émotions devenues trop lourdes à contenir. Les familles du quartier Teronou sont accueillies, soutenues et orientées ici à la cellule d'urgence médico-psychologique installée au centre Te Aputa de Taravao. Les réactions que les gens peuvent ressentir, des fois c'est pas dans l'immédiat, c'est quelques jours après, c'est le lendemain. Donc on est toujours attentif à ça, c'est pour ça qu'on est présent sur plusieurs jours. Et puis aussi toujours l'incertitude, il y a toujours effectivement cette crainte que la situation se reproduise, que la météo soit défavorable, ça peut réactiver de l'angoisse, réactiver du stress. Donc effectivement on est sur une situation qui peut durer dans le temps en termes d'impact psychologique. 48 heures après le drame, les habitants s'organisent tant bien que mal pour se loger chez leurs proches ou dans des logements de l'OPH. Cet habitant et sa famille vont s'installer à la résidence La Dorsale pour un temps indéterminé. Pour moi, en ce moment, je suis en train d'aller chercher les documents. Il faut se renseigner auprès des services, la DFSE, les aides sociales avec l'OPH. C'est difficile mentalement, psychologiquement. Je pense toujours à ma petite famille qui est là, mes enfants, tout ça. À la cellule, les familles ne sont pas les seules à demander de l'aide. Les secours et les bénévoles, exposés eux aussi à des scènes violentes, consultent, encore sous le choc. 8 personnes ont perdu la vie, emportées par le glissement de terrain. La CUMP et le poste d'urgence psychologique, c'est un dispositif qui est au service de la population. Population, on entend avant tout les victimes, les impliqués, les proches, les familles, mais aussi tous les professionnels, tous les secouristes, les pompiers, les forces de l'ordre, tous les intervenants bénévoles, tous ces gens aussi qui ont aidé, qui ont contribué à traiter la situation et qui eux aussi ont été exposés à des choses violentes. Donc on est là aussi pour accompagner ces gens-là et faire en sorte que sur le plan psychologique, les choses se passent de la manière la plus sereine possible. Pour réconforter les habitants, une chaîne de solidarité se met en place, à l'image de ces élèves du lycée hôtelier qui sont venus livrer sur place des viennoiseries. Pour répondre au plus urgent, le Rotary Club de Taravao lance un appel aux dons. Une salle sera réservée pour récupérer aliments, équipements électroménagers et autres. Parce qu'on est près de Noël. Et tous les gens qui sont atteints par cette catastrophe, il y a des enfants et peut-être que les parents auront d'autres frais plutôt que d'acheter des jouets. Si on peut distribuer aussi des jouets, ça peut faire quelques plaisirs à des enfants. À Haiti, alors que les opérations techniques se poursuivent, l'accès au quartier reste sous haute surveillance. Quant au travail du soutien humain, il est essentiel pour aider la population à surmonter cette épreuve. Et pendant que l'accompagnement des familles se poursuit, les opérations techniques avancent elles aussi. Après les secours, place désormais à l'analyse des sols. Les renforts nationaux sont arrivés très tôt ce matin sur le site. Une étape essentielle pour définir la suite des opérations dans des conditions de sécurité maîtrisées. Le point avec Esther Cuneo sur des images de Davidson Bennett. Ils sont spécialistes en géologie, en mouvement de terrain ou en sauvetage des blêments. 4 experts ont rejoint le PC de crise du Haut-Commissariat.
Après un briefing aux côtés des équipes mobilisées, l'heure est aux premières analyses. Nous n'avons plus d'intervenants, de pompiers ou de services de secours sur le terrain à proprement parler, mais nous sommes maintenant sur une phase d'expertise et d'analyse de façon à caractériser le risque et à savoir s'il y a encore des dangers sur cette falaise et sur ce plateau. C'est important parce que ce sont ces analyses qui vont permettre, ces observations de terrain qui vont permettre de dire s'il y a encore des dangers, s'il y a encore des risques d'éboulement et si la zone est sécurisée ou non. 2 conseillers techniques en sauvetage des blêments, ainsi que 2 géologues venus de Nouvelle-Calédonie, complètent désormais le dispositif. Spécialistes de la direction de l'industrie des mines et de l'énergie du Caillou, les 2 hommes sont rompus au risque d'effondrement, propre aux exploitations minières. On n'a pas la même chose en Calédonie. Voilà. Par contre, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir à La Réunion, par exemple, certaines mesures aux Antilles aussi. Alors, on vient pour une semaine, 10 jours, à la demande du territoire et de l'État pour donner un coup de main aux collègues géologues ici pour l'ampleur de la tâche, le côté dramatique de la situation. C'est vrai que c'est plutôt mieux d'être plusieurs pour analyser la situation et essayer de prendre les bonnes décisions. Ce matin encore, de nouveaux mouvements de terrain ont été constatés sur le même versant. Des signes qui confirment son instabilité, sans nécessité pour l'heure d'évacuation supplémentaire. Côté justice, 18 ans de réclusion criminelle, c'est la peine prononcée par la cour d'assises à l'encontre de l'homme qui avait tué sa mère le 9 octobre 2022 à Taravao. L'avocat général avait requis 25 ans de prison avec une période de sûreté de 16 ans. Les jurés ont tenu compte des problèmes d'ordre psychologique dont souffrait l'accusé. Retrouvez l'article détaillé sur TNTV News. En bref, 6000 Airbus A320 sont immobilisés pour remplacer en toute urgence un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires. La seule compagnie à utiliser ces avions en Polynésie est Air Calin, mais elle dispose aussi d'A330 Neo. Aucune perturbation des vols n'est prévue pour le moment au départ ou à l'arrivée de Tahiti. C'est un mal silencieux qui progresse au Fénois. Le VIH est en nette augmentation depuis 2 ans et à 3 jours de la journée mondiale, TNTV fait le point sur l'évolution de la maladie et des comportements. Moins de protection, partenaires anonymes plus fréquents, pratiques à risque. Les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme. Les détails avec Laure Philibert et Heymanu Manouthei. Le relâchement de la vigilance en matière de lutte contre le VIH inquiète les autorités sanitaires. Depuis 1985, un peu plus de 500 cas de porteurs sont recensés. Mais depuis 2 ans, la contamination s'accélère, constate le Centre des maladies infectieuses et tropicales. Depuis l'an dernier, il enregistre 2 fois plus de cas que la moyenne observée. Au cours des 10 dernières années, de 12 en 2023, on est passé à 26 l'an dernier et à 25 cas à 1 mois de la fin de l'année 2025. On a essayé de voir si les virus qui circulent sont reliés entre eux. Et la réponse est oui. Et on a un gros groupe qui sont tous reliés entre eux. Donc la contamination probablement à partir d'une personne et ça s'est diffusé dans le groupe. C'est un cluster, on en est à pratiquement 40 personnes. Et ce cluster-là, c'est-à-dire ce groupe de propagation relié, eh bien, je n'ai pas l'impression qu'on arrive à l'éteindre. Pour les observateurs locaux, difficile de disposer de données précises. Désormais, les contaminations locales sont 3 fois plus importantes que les cas importés. Plusieurs cas ont été découverts par hasard lors de dons du sang ou d'examens. Et le corps médical est préoccupé par les comportements à risque de certains porteurs du VIH. Il y a de plus en plus ce que j'appelle du sexe anonyme avec les réseaux Internet, les réseaux sociaux, tout ça. Et c'est extrêmement facile pour les gens de s'engager dans les rapports sexuels avec des partenaires inconnus. Et dès lors, lorsqu'on fait un diagnostic chez quelqu'un, il est impossible pour nous de remonter à la personne source pour savoir qui a infecté qui, puisque les gens ne connaissent pas leur partenaire, n'ont aucune coordonnée d'identité ou quoi que ce soit. Donc pour nous, c'est très compliqué. Actuellement, on arrive déjà difficilement à juguler la propagation par voie sexuelle. Si maintenant, en plus, on a des transmissions par voie intraveineuse, comme ça existe ailleurs, ça va être compliqué, très très compliqué. À ce jour, 210 Polynésiens porteurs du VIH sont suivis en Polynésie. Lundi, le Centre des maladies infectieuses et tropicales organise une opération gratuite de dépistage à l'université de 8h30 à 15h.
Promotion, file d'attente, rayon, prix d'assaut, le Black Friday a provoqué un afflux massif dans les commerces du Fénois. Certaines offres ont même commencé plus tôt que prévu, attirant encore plus de monde au point de provoquer parfois des embouteillages, comme nous le montre Sophie Guébel. C'est l'opération commerciale de l'année, à tel point qu'elle provoque même des embouteillages. Dans cette grande enseigne, les caissières sont débordées. Depuis hier, c'est le rush, oui. Mais c'est pas grave, on assure. Merci. Ici, les promotions sont partout. Elles ont même débuté hier et dureront 5 jours. L'occasion pour les clients de faire le plein. Pour la piscine, pour le matériel de maison et tout ça. Ouais. Alors ça vaut le coup, oui. Surtout quand tu prends en grande quantité. Il faut profiter de ce jour pour faire le plein, en effet. 30%, hein, c'est énorme. Ça fait des mois qu'on la prépare. On sait très bien que chaque année, il y a énormément de monde. Donc il faut être prêt au niveau de la marchandise, des équipes sur le terrain. Donc depuis hier, comme tu peux le voir, c'est la folie au niveau des caisses. On a ce qu'il faut en magasin, donc voilà. Pour cette opération de grande ampleur, l'enseigne a même dû embaucher une vingtaine de personnes supplémentaires. Le Black Friday et ses promotions allant parfois jusqu'à moins 70%, comme dans cette bijouterie. Voilà, 70% sur des bijoux. Je pense qu'il faut faire des efforts. Et on fait des efforts sur des stocks qu'on ne va pas renouveler. Et ça permet d'avoir des remises comme ça exceptionnelles à 70%. C'est vraiment pour faire plaisir aux gens au Black Friday. Et c'est très bien, c'est parfait parce que tout est affiché en gros. Et puis en plus, c'est bien spécifié chaque vitrine. Donc je trouve que c'est très agréable. 1, 2, 3 jours, voire une semaine de promotion. À chacun sa stratégie chaque année pour cette opération commerciale. Ici, ne dites pas Black Friday, mais Black Week. Le principe, c'est de faire des remises tous les jours pendant une semaine, donc du 24 au 30 novembre cette année. Et c'est vrai que quand on a des déstockages ou d'autres opérations qui sont plus avantageuses pour les consommateurs, ils ont tendance à attendre ce genre d'opération. Pour profiter des offres spéciales, la traditionnelle nocturne du Black Friday a lieu ce soir jusqu'à 22 h en centre-ville, mais aussi dans les commerces d'Uturoa à Reiatea. Tahiti s'enflamme ce soir, la deuxième édition du Siva Afi a démarré. De nuit consacrée à la danse de feu où artistes locaux et étrangers se retrouvent pour un rendez-vous international devenu une véritable vitrine des talents du Fénois. Et justement, notre journaliste Sam Teinaure est sur place. Sam, bonsoir, quelle est la température sur place ? Bonsoir Mika, bonsoir à nos téléspectateurs. Eh bien, je vais parler tout doucement parce qu'actuellement vient de démarrer la minute de silence en mémoire des victimes du drame de Haïti. Donc un Siva Afi, deuxième édition qui a démarré par une minute de respect qui vient de se terminer pour les 8 victimes de ces éboulements à Haïti. Et ce soir, le programme, eh bien, ce sera pour les petits, les tamas de 5 ans à 17 ans. 3 catégories, petits, enfin des juniors, pardon, ensuite intermédiaires et les groupes, des groupes mixtes. Il y aura des garçons et des filles âgés de 5 ans à 17 ans, de Tahiti, de Moorea, de Huahine, de Nouvelle-Zélande, de Hawaï. Et ce sont des compétiteurs qui se sont déjà affrontés l'année dernière, pas seulement ici à Tahiti, mais également à Hawaï et en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande et à Hawaï, ce sont nos Aito de Tahiti qui sont allés décrocher les titres là-bas. Donc les Hawaïens et les Néo-Zélandais ont une envie de revanche ce soir. Ils veulent montrer aux Tahitiens qu'ils ont envie de se battre et qu'ils veulent prendre le titre de Aito Siva Afi 2025 ici chez nous. Donc nos jeunes ont encore plus de motivation pour remporter cette compétition à partir de ce soir. Demain, ce sera au tour des femmes, donc à partir de 18 ans et sans limite d'âge. Les hommes ensuite viendront clore cette compétition et là, il y a beaucoup plus d'étrangers, donc de Hawaï, des États-Unis, donc de Californie principalement, quelques-uns du Mexique, il y a bien sûr de Nouvelle-Zélande et il y a un représentant d'Éthiopie qui devrait venir affronter les meilleurs danseurs de couteau du feu ici à Tahiti. Les gagnants dans chacune des catégories ce soir et demain soir remportent un ticket pour les championnats du monde de danse du feu qui se dérouleront l'année prochaine à Hawaï. Merci beaucoup Sam Teinaure et Hoanui Atuahiva à la caméra.
C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez votre émission Ta'atatumu, suivi d'un nouvel épisode de votre série Fénois Urbex. Demain, à partir de 8h30, rendez-vous sur notre page Facebook pour suivre en direct la Fati Roterava à 2025, animée par Alizé Teanouanoua et Édouard Malakai. J'aurai également le plaisir de vous retrouver demain soir dès 18h30. Passez une excellente soirée sur TenTV et on se quitte sur ces images du Huratapairu de la troupe Halo Hula Ute Wahine Aloha dans la catégorie Mehura, une compétition que vous pouvez suivre en live streaming sur TenTV+. Yeah.